Bonjour, nous rencontrons aujourd'hui Eliane Assassi, sénatrice de Seine-Saint-Denis et rapporteure de la commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. Qu'en est-il en réalité, sachant que les cabinets de conseil doivent faire preuve de transparence, prévenir les conflits d'intérêts, assurer la sécurité, la protection des données et idéalement pour certaines professions particulières, le suivi dans le temps. Retrouvons Eliane Assassi. Eliane Assassi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir sur ce dossier, l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. Vous avez écrit un solide dossier. Un gros rapport, oui. Voilà, un gros rapport. Il était malheureusement passionnant. Et donc, ce qui m'a frappé beaucoup, c'est le niveau de dépenses. Vous décrivez plus d'1 milliard consacré à ces sociétés de conseil, et en particulier sur les dossiers stratégiques, où ça a fait x3 depuis 2018. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de cette progression ? Alors, je ne sais pas si je peux vous expliquer, d'abord merci de me recevoir, je ne sais pas si je peux vous expliquer les raisons, parce que c'est plutôt à l'émetteur d'expliquer les raisons pour lesquelles il a fait appel à des cabinets privés. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons découvert avec cette commission d'enquête quelque chose d'assez vertigineux en termes de recours à des cabinets privés, à de gros cabinets conseils privés, et pour des sommes assez considérables. Et c'est ça qui a été, je le répète, vertigineux. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je peux comprendre qu'on puisse avoir besoin de recourir à des cabinets privés, c'est pas du tout mon sujet. Mais là, sur un espace-temps quand même assez réduit, et particulièrement, c'est factuel, depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, on voit que la courbe est ascendante. Et les sommes dépensées ont pris quand même un tournant assez imposant. Donc c'est ça qui nous a interpellés. Après les raisons, je pense que c'est à celles et ceux qui ont passé commande de demander pourquoi ils ont fait appel à ces cabinets. Nous pensons que ce n'était pas forcément nécessaire. Je ne dis pas que ce n'était pas nécessaire, je dis que ce n'était pas forcément nécessaire, et les mots ont du sens. Et sur certaines missions, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles on a recouru à ces cabinets en lieu et place de notre administration. Ce sont des vraies questions. Et donc ça, il faudrait interpeller. On essaye de le faire par le rapport, mais je vois bien que ça prend un tournant qui tourne à la polémique, c'est le cas de le dire, un tournant qui tourne à la polémique. Mais on aimerait comprendre vraiment pourquoi est-ce qu'il n'y a pas dans notre administration des fonctionnaires en capacité d'assurer la mission sur l'évaluation du métier d'enseignant. Est-ce qu'on n'a pas des enseignants ? Est-ce qu'on n'a pas des chercheurs ? Est-ce qu'on n'a pas des fonctionnaires ? Mais absolument, on est très très bien doté. Et en fait, le problème avait déjà été signalé par la Commission des finances du Sénat en 2014. La Cour des comptes avait fait un rapport, émis 11 recommandations qu'elles ont confirmées en 2018. Et pourquoi ne suit-on pas les recommandations de la Cour des comptes ? Pardon, mais vous êtes la représentation nationale, je me tourne vers vous. Moi, je suis la représentation nationale. On pose des faits. Oui. Ce que j'attends, moi, aujourd'hui, de ceux qui passent les commandes, je suis désolée d'y insister, mais c'est à eux de nous expliquer pourquoi ils ne respectent pas les recommandations de la Cour des comptes et de différentes structures, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Pourquoi ? À quoi sert le Parlement ? Ça pose une question démocratique aussi. Et ça pose une question, qui est toujours démocratique, c'est qui dirige notre pays ? Mais absolument. En fait, vous êtes parfaitement dans votre rôle, puisqu'il est défini à l'article 24 de la Constitution. On le rappelle, le Parlement vote les lois, puisqu'on dit à quoi sert le Parlement. Le Parlement vote les lois.
Et votre rôle, c'est de contrôler l'action du gouvernement, c'est d'évaluer les politiques publiques. Donc évidemment, dans un tel rapport, vous êtes au fait des choses. Alors, on a respecté à la règle les prérogatives d'une commission d'enquête. Le Parlement légifère, l'Assemblée nationale, le Sénat, et nous avons des missions de contrôle sur l'action du gouvernement. Et dans ces missions de contrôle, il peut y avoir des commissions d'enquête, comme il peut y avoir des missions d'information. Nous avons opté, mon groupe a opté pour une commission d'enquête, parce qu'on savait bien que c'était un sujet, et vos confrères de la presse relataient cette problématique depuis des mois. Et ce n'est pas simplement à l'aune de la crise sanitaire. C'est un vieux sujet, le recours à des cabinets privés. Voilà, c'est un vieux sujet. Et précisément, le rôle des cabinets de conseil, c'est d'abord d'agir en toute transparence. Et ce qui m'a vraiment stupéfiée, c'est que... avec l'accord du gouvernement, d'après votre rapport, je vous cite, avec l'accord du gouvernement, les cabinets de conseil sont autorisés à utiliser le logo de certains ministères et disposent même d'une adresse mail du dit ministère. Où est la transparence et pourquoi cette opacité ? Écoutez, ça c'est effectivement ce qui traverse notre rapport, c'est d'abord l'effet tentaculaire. Le recours aux cabinets privés est tentaculaire. On les retrouve partout. Les grands cabinets privés, on les retrouve partout. Alors, pardon de vous interrompre, mais j'ai constaté dans votre liste de cabinets agrémentés qu'il y avait par exemple un groupe de 3 principaux pour telle et telle chose, un autre groupe, et puis que ça tourne, mais qu'il n'y a pas une telle diversité. Oui, mais justement, mais comme les choses se font par un circuit tout à fait légal, appel d'offres, marché public, etc., tout ça, c'est légal, je ne le remets pas en cause. Bon, sauf que le tourniquet de la DITP, de la Direction interministérielle de la transformation publique, tombe quelquefois en panne. Mais bon, vous voulez dire que c'est un peu toujours les mêmes. On retrouve souvent les mêmes qui ont des marchés successifs. Mais bon. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a la clause de suivi qui fait que, par exemple, c'est... Pour ne pas le citer, McKinsey qui, grosso modo, a suivi l'accompagnement de la gestion de la crise. Voilà, c'est un droit de suite. Mais résultat des courses, c'est ce cabinet américain qui a véritablement... Moi, je veux qu'on comprenne, parce que je vois bien qu'il y a des polémiques. On me dit c'est légal, c'est légal, c'est légal. Oui, c'est légal. Il y a des appels d'offres, marché public. Tout ça, c'est légal. Sauf que, comme vous l'avez très bien expliqué, le tourniquet ne fonctionne pas. Que ça, c'est ballot, mais ça retombe toujours sur les mêmes. C'est-à-dire que ça profite aux mêmes, c'est-à-dire aux gros cabinets qui ont investi notre administration. Voilà. Et donc ça interroge. Et pour des missions dont on ne connaît pas forcément la finalité. Alors précisément, là, vous touchez du doigt ce que j'appellerais le pompon de votre dossier. Excusez-moi, mais alors, j'en ai même sorti la page, tellement j'en étais stupéfaite. Et voici ici le pourcentage des ministères qui sont au courant de quoi il s'agit, enfin de la nature précise du rapport. En rouge, on a ceux qui sont plus ou moins au courant. Et alors vraiment... En tout petit, on voit les ministères qui ne sont pas du tout en mesure d'indiquer la nature des actions concrètement réalisées à leur profit, à savoir, et alors là, je vous le donne en mine, le ministère de l'économie et des finances. Oui. Est-ce possible, ça ? Malheureusement, oui, c'est possible. C'est un constat aussi, je le répète, c'est factuel ce qu'il y a dans ce rapport, donc nous ne l'avons pas inventé, et effectivement, parce que c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais au-delà de ça, quand je parle de missions qui sont confiées à des cabinets privés sans qu'on connaisse la finalité, bon, il y a le cas emblématique dont tout le monde a parlé, de la mission confiée à McKinsey sur l'évaluation du métier d'enseignant. C'est quand même assez incroyable, je le disais tout à l'heure. On a de quoi quand même, au sein de il y a tout de même des gens compétents. Enfin bon, bref, tout à fait. On a des gens compétents. Mais à la limite, allez, soyons folles, à la limite, il a servi à quoi ? Eh bien oui, c'est précisément, c'est précisément le problème. Près de 500 000 €. Donc à quoi a servi ce rapport ? Autre rapport,
confié au même cabinet conseil, celui pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse sur la réforme des retraites. La réforme des retraites a d'une part avorté, pour les raisons politiques que l'on sait. Mais, et le cabinet est payé. Et le cabinet est payé. Et il est où le livrable? C'est un petit carnet, c'est un PowerPoint, voilà. Mais parce qu'on paye normalement quand la mission est réalisée tout de même. Oui, tout à fait. Donc voilà, et dans le rapport, on parcourt le rapport de cas concrets. Ah, c'est très concret. Moi, quand on me fait le procès, des procès politiciens qui tournent à la polémique, je me dis, mais nous n'avons rien inventé. Nous sommes allés là où il fallait aller. Nous avons auditionné les gens qu'il fallait auditionner. Et force est de constater que parmi eux, un certain nombre n'étaient pas en capacité de nous expliquer les raisons pour lesquelles, quand ils sont émetteurs, ils ont fait appel à des cabinets privés. Et puis, les résultats, les suites données à un rapport confié à une mission. Mais pour être vraiment sincère avec vous, je n'imaginais pas la portée de ce travail et la portée de ce rapport. J'étais à 1000 lieues d'imaginer que ça aurait autant de résonance. Grâce à la presse, beaucoup. Grâce aussi aux réseaux sociaux, parce que beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux. Et j'étais loin d'imaginer tout ça. Déjà, moi, j'étais surprise je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'était vertigineux de rentrer dans ce sujet, de découvrir des choses que j'étais... franchement, j'étais scotchée, quelquefois. Oui, c'est des pans entiers des politiques publiques que vous décrivez dans votre rapport. Et le plus affolant, enfin pour moi, c'est ce mépris à l'égard des fonctionnaires, de notre administration. Mais c'est ça que j'allais vous dire. Les insupportable. conséquences de ce manque de transparence, c'est que finalement, je voyais bien dans les rapports que vous avez écrits, finalement, les fonctionnaires sont mis sur le fait accompli. Exactement. Les consultants ont organisé ceci, cela, et ils n'ont qu'à appliquer. Exactement. Mais où est leur avis? Tout à fait. Donc, pour moi, je le traduis... Et ils sont les premiers intéressés, pardon. Je le traduis en un mépris à l'égard des fonctionnaires, de la haute administration, mais aussi des agents publics. On a des exemples où, effectivement, des salariés nous expliquent comment ils ont vu débarquer dans leur bureau de consultantes qui leur a dit alors maintenant, vous vous occupez de rien, c'est nous, et nous, on va vous dire comment il faut faire. Sauf que les agents disent mais attendez, c'est notre métier, et on sait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc, ils perdent leur temps en réunion, avec des paperboards, avec des gommettes, des machins, des bidules, des Legos, enfin tout ce que vous voulez. Oui, et ils n'ont plus le temps d'exercer leur travail. Mais bon, au-delà de ça, et là, pour le coup, on parle d'êtres humains quand même, hein, parce que leur travail, c'est s'occuper d'êtres humains, ceux dont je parle quand même. Et vous vous rendez compte que, ouais, si on n'arrête pas ce processus, on pourrait imaginer, et ce sera un grand combat pour moi, contre lequel je me battrai, qu'on pourrait remplacer à terme l'administration par des cabinets privés. Ça, c'est juste inimaginable. On a une telle compétence. Oui, mais justement, pourquoi? Parce que les cabinets l'utilisent à leur profit. Ça. Mais j'ai vu, et vous avez cité donc ils même... font la démonstration qu'en fait, on ne peut faire appel qu'à eux, parce qu'il y a des urgences. Et c'est vrai que dans la vie, il peut y avoir des urgences, la crise sanitaire et l'arrivée de la Covid peut-être aussi... voilà. Mais c'est devenu un réflexe. Tout à l'heure, nous avons parlé transparence, qui est une nécessité dans le domaine du conseil. On n'a pas encore parlé du respect des données, de la confidentialité des données. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous avez même rappelé dans votre rapport la loi américaine qui a été votée le 23 mars 2018 et qui précise tout de même que l'administration américaine peut demander la communication de ces données, alors que si les cabinets de conseil travaillent pour l'État, ils ont bien entendu des données tout à fait confidentielles. Alors, honnêtement, je pense que c'est encore un sujet à creuser.
Oui. Dans le rapport, ce n'est pas un des sujets principaux. Non, Même mais j'ai si- vu qu'il était cité dans il un est cité. paragraphe et qu'il n'y avait pas certitude quant à la protection de ces Exactement. données parce qu'on Ben, ne sait quand pas vous où avez- elles sont stockées. Quand vous avez une société américaine comme McKinsey, pour ne citer qu'elle, Voilà, quel est donc leur on peut hébergeur? Voilà, on peut s'interroger qui les héberge, etc. Et que font-ils des données qu'ils ont récupérées en France. Voilà. Mais il y a d'autres choses aussi. Mais on peut aussi s'interroger, parce qu'il n'y a pas que McKinsey. Maintenant, on me dit que ce n'est pas le rapport McKinsey, c'est le rapport sur l'influence des cabinets privés sur les politiques publiques. Donc, ce n'est pas que le seul. Mais bon, c'est vrai qu'il a un petit peu attiré l'attention, ce cabinet. Mais on sait qu'il y a eu beaucoup de dépenses faites et qui peuvent être justifiées pour le développement de l'informatique dans notre administration. Pourquoi pas ? Oui, parce qu'il y a J'avoue être assez... j'entends un certain nombre d'arguments et je peux comprendre. Sauf que les cabinets privés participent à l'élaboration à la création de logiciels, moi, j'y connais pas grand-chose, mais je vois bien un petit peu comment ça peut se passer. Et puis après, on nous dit, ouais, mais quand ils partent, c'est l'administration. Oui, il faut pouvoir passer le témoin. Donc, ils passent le témoin, sauf qu'ils gardent les clés. Et oui. Eh oui. Ce sont eux les créateurs. Mais Et donc, en interne, dans l'administration, on n'a pas une direction de l'informatique et des... Si, on a une direction de l'informatique, etc. Mais je pense qu'elle n'est pas encore au point. Et toutes les questions relatives à la protection des données du pays en général, mais aussi des vôtres, des miennes, etc., elle est posée. Elle est posée. Qui les détient ? Je vous le répète, on nous dit qu'ils les détruisent. Démonstration. Démonstration. Eh bien, on n'a pas la démonstration. Voilà. Donc, il y a deux aspects. Il y a l'aspect des cabinets internationaux qui, effectivement, peuvent transmettre des données à l'État américain, pour ne pas le nommer. Voilà. Vive l'indépendance. Mais aussi des cabinets conseils français, qui peuvent garder les clés de ce qu'ils ont permis de créer dans des administrations, vous voyez ? Oui, je vois tout à fait. Et du coup, l'administration est liée à ces cabinets. Et ce n'est pas qu'une question de service après-vente, pour aller rapidement. C'est aussi une question, c'est ils détiennent tout. Et est-ce qu'il n'est pas le temps d'investir massivement dans l'informatique, dans tout ce qui est... Si, mais c'est bien. Moi, là-dessus, je n'ai aucun... après, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce que je demande, c'est de la transparence. Mais bien sûr. Une fois qu'il y a de la transparence, qu'on connaît le point de départ, le point d'arrivée, etc., qui détient quoi, à quoi ça sert, pourquoi ça a coûté autant. Oui. Et est-ce qu'on paye ses impôts ? Exactement. Alors j'allais en parler parce que quand on a de telles lignes budgétaires, vous pensez bien qu'au moment où le pouvoir d'achat est une difficulté pour les Français et la classe moyenne qui paye ses impôts, la pilule passe mal quand on voit qu'on ne contrôle pas nécessairement les dépenses de A jusqu'à Z. Oui. Et vous écrivez dans votre rapport que le suivi budgétaire de ces cabinets de conseil est loin d'être évident, qu'il y a 3 directions qui pourraient s'en prévaloir, mais alors, exactement. Flou artistique. Donc cette question interroge aussi, et c'est pour ça que nous l'avons mis dans le rapport. C'est quoi la puissance de nos dirigeants et des administrations qu'ils ont sous leur responsabilité ? Sincèrement, ça fait peur. Ça interroge. Ah ben s'il n'y a pas de process de contrôle, ça interroge. Exactement, il n'y a pas de process de contrôle. Le ministre, au lendemain de la parution du rapport, fait comme s'il découvrait la Lune, en disant à peu près des choses qui ne sont pas avérées. Mais moi, je suis désolée, mais McKinsey, effectivement, n'a pas payé d'impôt sur les sociétés depuis au moins 10 ans. Et pourquoi n'a-t-il pas fait l'objet de contrôle ? Oui, alors qu'il est largement bénéficiaire, qu'il embauche 600 personnes. Je pense que tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Et personne n'est intervenu. Alors on nous dit, mais vous inquiétez pas. Il semblerait qu'il y ait un contrôle fiscal qui ait été lancé donc après la publication du rapport Kennedy. Le contrôle fiscal, il a été lancé 1 mois après la création de la commission d'enquête. Et pas au moment des dépôts du rapport.
J'entends. Vous entendez? Et pourtant, Eh oui. le budget de l'État est fondé à assumer suivi, la Exactement. direction des achats de l'État Et ils également. étaient tous, oui, tous. Moi, je ne suis pas une spécialiste du sujet, je le dis humblement, ce n'est pas mes sujets sur lesquels je travaille, et je travaille beaucoup ici. Mais j'ai été scotchée. Mais j'ai dit, mais comment c'est possible? Parce que c'est au moins 10 ans. Hein. Et surtout que c'est un élément déclencheur parce que les gens s'y intéressent et ils comprennent à quel point il y a des choses qui dépassent l'entendement. Attendez, une journée de consultant, c'est 1 mois de salaire d'un fonctionnaire. Oui, je voyais vos moyennes. C'était situé entre 1 500 € et à peu près 3 000 € pour certains autres cabinets. Ça fait quand même une certaine somme. Moi, je fais. Vous Voilà. savez, quand j'ai vu auditionner des cabinets et qui m'expliquaient qu'ils intervenaient pour des prises de notes à 140 000 €, je la fais la prise de notes. Hein. Et je voyais dans votre rapport que les cabinets de consultants également embauchaient des anciens fonctionnaires Bien sûr, c'est le pantouflage, qui ont oui. la compétence en interne. Oui. Donc précisément, c'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas avoir recours à ces cabinets. Madame, et on a à l'inverse des gens des cabinets qui vont travailler dans l'administration. Oui. Et ils font appel à des cabinets qu'ils connaissent bien. Je vais dire ça comme ça. C'est ça. Donc après, ils vont à la pêche. Voilà. Bon. Mais s'agissant particulièrement des cabinets conseils, je suis désolée, mais je voudrais dire quelque chose qui est important pour moi. Je ne suis pas contre le recours aux cabinets privés. C'est pas mon sujet. Je suis contre le recours systématiquement à des grands cabinets privés dès lors qu'ils prennent la place de notre administration. Et dès lors qu'ils débarquent dans des endroits sans que l'administration soit au courant des missions qui leur sont confiées. Mais déjà, mettons le pied dans la porte à ce sujet et disons stop. Nous avons une administration compétente dans notre pays. C'est à elle d'assurer des missions qui relèvent en plus du régalien le plus souvent. Parce qu'on parlait de la mission sur l'école. L'école, excusez-moi, mais responsabilité d'État. Tout à fait. Et je voudrais terminer par cette note positive. Est-ce que vous voyez une sortie par le haut de cette situation? Alors, on va y travailler, en tout cas, la construire, cette issue positive. En fait, ce que nous avons décidé unanimement, collectivement et unanimement à la commission d'enquête, c'est nous avons fait 19 recommandations dans notre rapport. Oui. D'accord. Certaines relèvent du réglementaire et non pas de la loi, donc on va les écarter. Et puis, nous avons décidé donc de déposer une proposition de loi transpartisane. Ça, c'est magnifique. Nous allons déposer cette proposition de loi dans laquelle nous allons décliner nos propositions, d'abord les traduire juridiquement dans le droit, etc., ce qui me manque quand même beaucoup de travail. Et puis nous avons, moi je suis une démocrate, donc je suis pour qu'on ait le débat. Oui. Et le débat public. Et donc, le fait de déposer cette proposition de loi et de la soumettre au débat parlementaire, d'abord ici au Sénat, avec des amendements, des interventions, enfin bref, tout ce que vous voulez, la prise en compte ou non de nos propositions, peut-être aller plus loin, peut-être aller moins loin, c'est le débat démocratique qui tranchera. Et puis après, qu'elle soit déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale, et là on verra. Là, on ne peut pas parler, on verra quelle sera la finalité des élections législatives et quelle majorité va en sortir. Mais si tout le monde, tous les membres du gouvernement que j'entends, y compris le président de la République, veulent changer les choses, ils auront une opportunité pour changer les choses. Mais absolument. Et donc faire adopter cette proposition de loi, qui sera adoptée ici au Sénat, et bien qu'ils la fassent adopter à l'Assemblée nationale. Eliane Assassi, merci beaucoup pour cet immense travail et toutes ces solutions que vous souhaitez amener de façon transpartisane, collégiale. Et en tout cas, pour vous tous qui souhaitez retrouver ce rapport et vérifier par vous-même les faits, le rapport de cette commission d'enquête est en lien direct sous la vidéo et vous pouvez le consulter et retrouver tous les éléments. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.